2,87 milliards de kilomètres. C'est la distance qui sépare Uranus du Soleil. À titre de comparaison, notre bonne vieille Terre n'est qu'à un petit 150 millions, ce qui, même si le chiffre donne le vertige, reste un chiffre assez modeste à l'échelle du système solaire. Car il ne faut pas se le cacher, même s'il est plutôt petit comparé à d'autres, le système solaire est vaste et riche. Et je ne parle ici que des planètes. Car le système solaire, c'est aussi des lunes. Beaucoup. Qui, après tout, ne s'est jamais perdu dans ses pensées en admirant notre lune, ou les photos des dizaines d'autres mondes que l'on a déjà eu la chance de voir. Des couleurs d'une fraîcheur sans égale d'Encelade à l'enfer volcanique d'Io, en passant par la splendide Ganymède, l'atmosphère de Titan et tant d'autres, et puis en s'éloignant aux confins du système, même si on est encore loin d'en sortir, il y a Neptune et sa lune Triton qui sont certes assez discrètes, mais restent tout aussi magnifiques. Et puis au milieu de tout ça, il y a Uranus. De façon assez surprenante, les petites lunes de la planète sont assez ignorées, même si elles méritent malgré tout une certaine attention. Alors pour cet épisode, je vous propose de réparer cette injustice et de parler des lunes d'Uranus. Mais avant de commencer, et comme d'habitude, j'aimerais vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, j'ai déjà bien trop parlé, et je vous donne rendez-vous après le générique pour une nouvelle dose d'espace. Avant de commencer, je tiens à préciser que pour regarder cet épisode le plus clair possible, je ne parlerai pas des lunes mineures de la planète, qui méritent plutôt un épisode à part, et sur lesquelles il n'y a pas non plus énormément à dire. Je me contenterai donc de parler des principales, à savoir Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, Oberon et Puck. Et on va justement commencer par Puck, qui est à la fois la plus proche d'Uranus et la plus petite. Mais avant ça, j'aimerais vous raconter une petite anecdote. Contrairement à la plupart des objets du système solaire qui portent des noms de divinités antiques, c'est un peu différent pour les lunes d'Uranus. Elles portent en effet des noms de personnages magiques des travaux de Shakespeare ou Alexander Pope, et c'est valable pour ces 27 lunes, y compris pour celles qui se rapprochent plus d'astéroïdes que de lunes. Sur ce, revenons-en à Puck, petite lune située entre l'orbite des anneaux d'Uranus et l'orbite de Miranda. Elle a été, comme 11 autres plus petites lunes d'Uranus d'ailleurs, découverte grâce à la mission Voyager 2 et à son passage dans le système uranien en 1986. D'un rayon d'environ 81 km, il n'y a en fait pas énormément à dire à son sujet, si ce n'est que son plus grand cratère fait 45 km de diamètre, et non de rayon, et que des observations réalisées notamment avec Hubble semblent indiquer que la Lune est riche en glace d'eau, même si on n'en sait pas énormément plus sur sa structure interne. Après Puck, la Lune suivante, c'est Miranda. D'un rayon d'environ 235 km, la petite lune a été découverte le 16 février 1948 par l'astronome Gerard Kuiper. De par le fait qu'elle est plus grande, elle est aussi le plus petit satellite d'Uranus relativement rond. De par sa faible densité, on suppose qu'elle est constituée à 60% d'eau. Mais sa surface, vous le voyez avec son terrain assez riche, a été géologiquement active. Or,
elle est bien trop petite pour avoir conservé suffisamment longtemps la chaleur de sa formation à la formation du système solaire. Une des théories avancées, c'est que la Lune aurait été chauffée par de la radioactivité naturelle, ce qui aiderait aussi à expliquer la plus forte présence de roches en surface. Mais une autre théorie semble aussi tenir la route et explique un peu mieux pourquoi ce réchauffement. Dans sa jeunesse, Miranda aurait subi un effet de marée puissant avec une orbite suffisamment excentrique pour la faire légèrement se rapprocher et s'éloigner d'Uranus. La présence de clatrate, un minéral pouvant jouer un rôle d'isolant thermique, aurait aidé à conserver la chaleur et le mouvement de va-et-vient de la Lune l'aurait fait se contracter et se décontracter pendant une centaine de millions d'années, expliquant ainsi son apparence. On suppose aussi que la Lune aurait connu un petit cryovolcanisme avec un mélange d'eau et d'ammoniac. Mais il va déjà être temps de quitter Miranda et de se diriger vers Ariel, quatrième plus grande lune d'Uranus. D'un rayon de 578 km, la Lune a été découverte en 1851 par William Lassell. Là aussi, la Lune semble riche en glace, qui représente quand même environ 50% de sa composition. De façon assez semblable à sa sœur, la Lune semble avoir connu un épisode volcanique, mais aussi un réchauffement lié à l'effet de marée d'Uranus sur elle pendant environ 200 millions d'années. De plus, des impacts réguliers pendant le processus d'accrétion, sa formation donc, auraient contribué à réchauffer ses couches les plus externes, menant à la surface qu'on lui connaît aujourd'hui. Mais encore une fois, Ariel est loin, très loin, d'être la seule lune d'Uranus. D'ailleurs, et je tiens à le faire remarquer, dans cet épisode, je ne fais que survoler les lunes et les principaux faits qui tournent autour. Mais pour les plus grosses, il y a énormément plus à dire, donc n'hésitez pas non plus à me dire si des épisodes dédiés à ces lunes vous intéressent. Sur ce, je vous propose de quitter Ariel et de nous diriger vers Umbriel. D'un rayon de 584 km, la Lune a elle aussi été découverte par William Lassell en même temps qu'Ariel le 24 octobre 1851. Et l'un des détails que l'on remarque le plus vite sur cette Lune, outre le fait qu'elle est la Lune qui a le plus de cratères du système uranien après Oberon, c'est justement un cratère. Wunda, c'est le nom du cratère, est en fait assez mystérieux. On y remarque en effet un anneau de matière très réfléchissante et qui est encore assez mal expliqué de nos jours. Alors bien sûr, il ne faut pas s'imaginer de grands mystères insondables. C'est surtout le manque de données qui se fait sentir ici, puisque, comme pour tous les satellites uraniens et neptuniens, seul un survol a été effectué par Voyager 2. On suppose, néanmoins, que cela pourrait être de la glace de dioxyde de carbone qui aurait été piégée dans cette région un peu plus froide. Mais pour être honnête, c'est très compliqué d'avancer une explication ici. D'ailleurs, une résonance passée entre l'orbite de Umbriel et de Miranda pourrait potentiellement expliquer une partie de l'échauffement de Miranda. L'instabilité des orbites, liée à la proximité avec Uranus, car Umbriel n'est qu'à 244 000 km de sa planète, soit moins que les 380 000 de la distance Terre-Lune, aurait néanmoins très vite fait disparaître cette résonance. Pour ceux qui se demandent ce qu'est une résonance orbitale, de façon très simplifiée et en vous aidant de cette petite animation trouvée sur Wikipédia, retenez que si une lune située en dessous de B fait 2 fois le tour de sa planète en pile autant de temps qu'il en faut à B pour en faire 1, vous avez un exemple de résonance orbitale. D'ailleurs, que ce soit entre des planètes ou entre des lunes d'un système, les résonances orbitales sont des orbites très stables et donc très courantes.
Cette résonance orbitale d'Umbriel aurait contribué à déstabiliser l'orbite de Miranda, aidant ainsi à amplifier l'échauffement de sa structure interne via l'effet de marée. Sur ce, je vous propose de passer à l'avant-dernière lune, Titania. D'un rayon de 788 km, elle a été découverte en 1787 par William Herschel. Située à 436 000 km d'Uranus, la composition de Titania ne diffère pas tellement de celle des autres lunes uraniennes. Ce que l'on remarque, en revanche, c'est que l'hémisphère de Titania qui fait face à l'extérieur du système uranien semble un peu plus foncé et rouge que le restant. On suppose que ce serait le signe de la chute vers l'intérieur du système de matériaux résiduels de la formation. Ces matériaux auraient ainsi changé très finement une face de la Lune au fil du temps. Mais ce qui est intéressant à retenir sur Titania, c'est qu'elle a peut-être une atmosphère. Bon, elle est constituée de dioxyde de carbone et est tellement ténue qu'elle est négligeable et semble même saisonnière. Mais cela reste, malgré tout, assez intéressant à savoir. Mais il faut encore une fois retenir que cette atmosphère est très ténue. Tellement ténue qu'elle n'est toujours pas confirmée et qu'elle fait encore sujet à débat. Sur ce, je vous propose de passer au dernier sujet de cet épisode, à savoir Oberon. Oberon, d'un rayon de 761 km, a également été découverte par William Herschel en 1787. Oberon est la lune contenant le plus de cratères d'impact du système uranien. Cela permet ainsi de savoir deux choses. Si elle a été géologiquement active par le passé, comme le prouvent certains canyons visibles à sa surface, cette activité n'a pas duré longtemps. D'ailleurs, les formations de surface, outre les cratères d'impact, sont les plus anciens du système uranien. De façon générale, la surface d'Oberon est d'ailleurs proche de la saturation en cratères. Ce que cela signifie, c'est qu'il n'y a plus vraiment de place pour de nouveaux cratères et qu'un nouveau se fait plus souvent sur des anciens. Mais bien sûr, il reste énormément de zones d'ombre autour d'Oberon, comme des autres lunes ou du système uranien dans son ensemble. Leur formation, comment elles ont gardé et généré leur chaleur. Si les éléments radioactifs et l'effet de marée permettent de fournir une explication vraisemblable, la part exacte de chaque phénomène reste très difficile à juger. Pour ça, il faudra attendre une nouvelle mission vers ce système et les observations de télescopes comme Webb. En attendant, c'est ici que je vais vous quitter pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode et je vous donne rendez-vous samedi à 19 h pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.